Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler aujourd'hui des dosages conductimétriques. Alors un dosage conductimétrique est réalisé avec le matériel habituel, c'est-à-dire une burette qui permettra de mesurer le volume d'espèces titrantes que l'on a utilisées et cette espèce titrante étant choisie pour sa faculté à pouvoir réagir avec une partie des espèces titrées. Et puis cette espèce titrante, on l'a choisie de manière à connaître parfaitement, très précisément, sa concentration. On connaîtra donc le volume de solution titrante qu'on a utilisé et sa concentration, ce qui revient à connaître le nombre de moles, la quantité de matière d'espèces titrantes qu'on aura versée dans la solution titrée. C'est ce qui nous permet de faire le dosage. Comme récipient, ici, on pourra utiliser un bécher. Et bien évidemment, ici, l'espèce titrée dont on souhaite déterminer la concentration. Le seul paramètre qu'on maîtrise sur cette espèce titrée, c'est le volume qu'on introduit ici. Connaissant le volume, titrer la solution, finalement, revient à trouver le nombre de moles d'espèces titrées qui ont été consommées par la quantité d'espèces titrantes ici. Alors, pourquoi utiliser un bécher plutôt qu'un Erlen par exemple? C'est tout simplement pour pouvoir introduire le conductimètre plus facilement dans la solution, puisque c'est un dosage conductimétrique. Alors, le support de la réaction que nous allons étudier va être le suivant. L'espèce titrée sera représentée par l'espèce A, triangle vers le haut, et l'espèce titrante qui est dans la burette sera représentée par le triangle vers le bas. La réaction que l'on va étudier, on va la schématiser de la manière suivante. Triangle vers le haut, plus triangle vers le bas, va nous donner deux espèces identiques. Alors on pourrait imaginer que comme support de réaction, on a comme espèce titrée un acide, avec comme espèce ici l'ion H3O+, qu'on dose par une espèce titrante qui serait une base. Ici on aurait donc une espèce de type HO-, et dans ce cas-là, la réaction donnerait 2 molécules d'eau. Réaction qui est totale. Donc les produits sont effectivement ici l'espèce C qu'on retrouve en 2 exemplaires. Et puis n'oublions pas ce qui était tout à l'heure dans la burette. Il y a non seulement les espèces qui réagissent ensemble, mais aussi il y avait des ions spectateurs que l'on représentera ici par les espèces D et E. Alors ici on retrouve donc notre solution titrante qui serait par exemple une base. Alors par exemple avec Na+ et OH-. Donc l'espèce qui va réagir, la base, et puis l'ion spectateur qui lui est associé. Ici on retrouverait l'espèce titrée qui pourrait par exemple être de l'acide chlorhydrique avec la partie acide, les ions H+, ou H3O+, ici, et les ions spectateurs Cl- qui se trouvent là. Alors si on fait une mesure au préalable de la conductance de cette solution, on pourrait par exemple avoir 1000 Siemens. Alors démarrons le dosage. On ouvre le robinet, on verse un certain volume d'espèces titrantes dans l'espèce titrée, et là, ces espèces, l'espèce acide et l'espèce basique, vont réagir ensemble pour donner par exemple 2 molécules d'eau. Les voici, et donc on a introduit un ion spectateur. Alors c'est là que les choses se gâtent, puisque tout va dépendre de la conductivité de l'espèce. Il y avait un petit triangle en plus ici, et on a apporté un petit carré. Alors tout dépend quelle est l'espèce qui conduit le plus entre ces deux espèces ici, donc on va dire entre l'espèce triangle vers le haut et l'espèce carré. Alors, admettons que l'on soit dans un cas de figure où c'est l'espèce triangle vers le haut. Voilà, l'espèce acide qui était ici, comme c'est très souvent le cas, les espèces l'acide par exemple, les ions H3O+, conduisent très bien. Et puis ici, on aurait introduit un ion Na+, qui conduit un petit peu moins. Alors globalement, on a apporté une espèce carrée, qui a un ion qui va conduire le courant. Donc la conductivité est censée augmenter. Néanmoins, il y a un ion triangle vers le haut qui a disparu. Et cet ion triangle vers le haut qui a disparu devrait faire diminuer la conductance. Alors globalement, si l'espèce qui a disparu conduisait plus le courant que l'espèce qui a été introduite ici, globalement, cette conductance doit diminuer, puisque l'ion spectateur ici
conduit moins, a une conductivité molaire ionique plus faible que l'espèce qui a été consommée ici, qui était par exemple les ions H3O+, dans le cas de la réaction qu'on décrit depuis tout à l'heure. Étape 3. J'introduis encore une goutte. La réaction, alors j'introduis de nouveau un ion spectateur qui devrait faire augmenter la conductance, mais en même temps, ici, je vais consommer une espèce, par exemple l'acide, qui lui conduit très très bien. Alors globalement, la conductance, au lieu d'augmenter, eh ben, elle diminue encore. On répète l'opération encore une fois. La réaction a de nouveau lieu. On se trouve ici dans l'état qu'on appelle l'équivalence, puisque tous les réactifs ont été consommés. L'espèce que je souhaite titrer a complètement été consommée. Il ne reste que des ions spectateurs et des produits. Et dans ce cas de figure, ben, la conductance a encore diminué, puisque j'ai encore consommé cette fameuse espèce acide, cette espèce titrée, qui conduit très très bien, dont la conductivité est très supérieure à celle de l'ion spectateur qui est apporté. Alors, ici, on a atteint l'équivalence, puisque toutes les espèces, tous les réactifs ont été consommés. Alors, si j'introduis en excès de l'espèce titrante, et bien cette fois-ci, j'apporte des espèces ioniques qui ne réagiront pas, et comme j'apporte des ions qui ne réagissent pas, et bien globalement, la conductivité va réaugmenter. Comment repérer l'équivalence? Ici, on était dans une situation où on était avant l'équivalence. Ici, on a dépassé l'équivalence. Et bien, comment on repérera l'équivalence et donc le volume à l'équivalence ici? Et bien, c'est simplement au point d'intersection des deux droites qu'il sera possible de tracer ici lors d'un dosage. On a donc le point d'équivalence et le volume à l'équivalence qui nous intéresse pourra être mesuré à cet endroit précisément. Alors, dans le cas où on a une réaction du type A fois A, alors les petites lettres sont les coefficients stoichiométriques et grand A, grand B, grand C et grand D sont les espèces chimiques. On a vu qu'il était possible d'établir cette relation entre le nombre de moles initial de l'espèce A, les coefficients stoichiométriques A, petit a et petit b, et le nombre de moles, la quantité de matière de l'espèce B à l'équivalence. Alors je vous rappelle que le nombre de moles est égal au produit de la concentration par le volume, donc le nombre de moles A initial c'est égal à CA initial multiplié par VA initial. On retrouve les coefficients stoichiométriques ici et on pourrait établir à partir du nombre de la quantité de matière de l'espèce B, petit nb est égal à CB fois BB. Donc on peut établir cette équation ici. Alors la quantité, ce que l'on cherche dans dans cette équation, c'est la concentration de l'espèce A initiale. C'est la concentration de l'espèce titrée dans l'état initial. Le volume d'espèce titrée VA, en général, on le connaît. C'est nous qui avons choisi d'introduire tel volume dans le milieu réactionnel. Les coefficients stoichiométriques A et B sont donnés par l'équation de la réaction, ici. La concentration de l'espèce titrante, c'est quelque chose qu'on connaît aussi. Et grâce à la méthode qu'on vient de voir, il sera possible de déterminer le volume à l'équivalence. Donc, pour résumer, ce paramètre-là, on le connaît. Cela aussi, celui-ci aussi. Celui-ci, on le trouve expérimentalement. Ce qui nous permet de retrouver la concentration initiale de l'espèce titrée. Alors, voyons ici un autre cas de figure, puisque les conductivités molaires ioniques, pour une température donnée, sont différentes en fonction des espèces. Suivant les espèces qui seront en jeu, les conductivités varient. Alors, voyons toujours le même cas de figure. Voilà. Mais imaginons que l'on mesure une conductivité initiale de la solution qui soit à 100 millisiemens, ici. Et imaginons, donc, on lance la réaction, mais ces deux espèces-là vont être consommées, j'ai apporté un ion spectateur, voici, j'ai mes produits qui sont créés, et donc une espèce triangle vers le haut a été consommée, et une espèce carré a été apportée. Alors, admettons, donc toutes ces espèces-là, une partie des espèces qui sont ici conduisent le courant. Alors admettons que cette fois-ci, l'espèce qui a été consommée ait une conductivité molaire ionique plus faible que l'espèce qui était apportée. Pour résumer, l'espèce qui est consommée ici conduisait moins
que l'espèce qui est apportée. Globalement, la conductivité va donc augmenter puisque j'ai apporté des espèces très conductrices. On continue, on verse encore un petit volume d'espèces titrantes. Encore une fois, la réaction a lieu et la conductivité, une fois de plus, va augmenter comme ceci. Je continue la réaction. Ici, tous les réactifs vont être consommés par la réaction. J'ai encore un apport d'espèces, donc j'ai une consommation d'espèces titrées qui conduisait un petit peu. Et j'ai un apport d'un ion spectateur qui conduit très fortement le courant. Et donc globalement, cette conductivité augmente encore. Alors comment repérer ici, comme tous les produits ont été consommés, j'ai atteint l'équivalence. Si je verse encore un petit volume d'espèces titrantes dans la solution, la conductivité va encore augmenter. Néanmoins, elle n'augmentera pas de la même manière, pas avec la même proportion que précédemment. Alors pour repérer l'équivalence ici, avant l'équivalence nous étions dans cette partie-là, après l'équivalence nous sommes dans cette partie-là de la courbe. Comment repérer le point d'équivalence? Eh bien c'est au point de rupture, au moment de rupture ici, au niveau de la pente de la conductivité en fonction du volume d'espèces titrantes que l'on a versé. Pour trouver le fameux volume à l'équivalence dont nous avons besoin pour faire les calculs, il suffira par projection ici de repérer le point de rupture au niveau de la pente de cette courbe. Et en projetant ici la valeur sur cet axe, on retrouve le volume à l'équivalence. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur les dosages conductimétriques. Et moi je vous dis à plus en classe!